Alors, sur le plan anatomique, quelles sont les régions qui sont responsables de ces obstacles, quelles sont les régions qui correspondent à ces obstacles, quelles sont les régions qui correspondent aux zones de conduction lente et aux éventuels blocs fonctionnels? Eh bien, nous avons l'obstacle principal qui est l'anneau tricuspide en avant de l'oreillette droite, d'accord? Et un autre obstacle très important qui est situé à l'arrière de l'oreillette droite, d'accord? On verra qu'il s'agit donc, la plupart du temps, on parlera de crista terminalis. Et en fait, on se rendra compte que sur le plan électrophysiologique, l'obstacle est un tout petit peu décalé par rapport à la crista terminalis et se situe plutôt au niveau du sinus venarum qui est un petit peu plus postérieur et un petit peu plus septal par rapport à la crista terminalis. D'accord? Et il y a un autre obstacle qui est très important, c'est la veine cave inférieure qui est située dessous. Et donc, dans le flotteur commun, on va se retrouver avec une arythmie qui tourne au niveau de l'oreillette, avec en avant l'obstacle qui est l'anneau tricuspide et en dessous l'obstacle qui est la veine cave inférieure et en arrière l'obstacle qui est le sinus venarum. Alors ça, c'est important à comprendre. Effectivement, si on regarde une anatomie humaine, voilà deux cartes de deux patients humains différents en rythme sinusal. Et on va voir qu'on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous la même probabilité de faire du flotteur commun dans notre vie. Chez 80% des patients, on va avoir, lorsqu'on regarde l'oreillette droite, ça c'est une carte électrophysiologique d'activation de l'oreillette droite, on voit, comme la dernière fois, comme la carte précédente que l'on a vue, la présence du nœud sinusal, qui est donc en haut à droite et postérieur au niveau de l'oreillette droite. Et on voit que l'influx va se propager à la fois en dessous sur la paroi postérieure de l'oreillette droite et à la fois en avant, d'accord, sur la paroi antérieure de l'oreillette droite. Et cet influx va se balader, va dépolariser le sinus coronaire et l'oreillette gauche que l'on n'a pas représentée ici. D'accord? On dit que dans ce cas-là, la paroi postérieure de l'oreillette droite est perméable. Et on voit que chez environ 20% des patients, on a un bloc de l'influx, d'accord? C'est-à-dire que lorsque le nœud sinusal, qui est donc plus latéral à cette ligne imaginaire, se dépolarise, l'influx ne fait pas le tour par la paroi postérieure, il est obligé de contourner le sinus venarum et donc à côté la crista terminalis par la paroi antérieure. D'accord? Alors, en pratique, lorsqu'on regarde une coupe anatomique et qu'on fait une modélisation un petit peu ici, on voit donc la veine cave inférieure qui est là, la paroi latérale qui a été disséquée, on voit un petit bout de l'anneau tricuspide ici, la veine cave supérieure ici, et là on voit ce renflement qui est la crista terminalis, d'accord? Et la crista terminalis, elle correspond à la zone de fusion entre l'oreillette droite et un reliquat embryonnaire qui est le sinus venosus, qui va devenir ce qu'on appelle le sinus venarum une fois qu'on passe à l'âge, qu'on a passé l'âge embryonnaire et donc que l'anatomie cardiaque devient définitive. Pendant la création du cœur à l'état embryonnaire, on a les quatre cavités, les quatre futures cavités, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche, mais aussi une autre cavité ici qu'on appelle justement le sinus venosus, d'accord, et qui va s'incorporer chez l'homme et chez la plupart des mammifères, s'incorporer à l'oreillette droite. Et donc, on se retrouvera avec cette zone qui est donc un petit peu plus septale à la crista terminalis, qui devient le sinus venarum, et donc qui fait partie de la paroi postérieure de l'oreillette droite. Et donc, c'est sur cette zone-là que l'on a en général le bloc fonctionnel ou le bloc permanent qui va apparaître. Et donc, on se rend compte que lorsque on a un bloc sur la paroi postérieure de l'oreillette droite, eh bien, on va faciliter la création de macro-réentrées. On va le voir juste après. D'accord? Parce que si derrière ici, on est bloqué, lorsque on va avoir à la faveur d'une extrasystole, à la faveur d'un petit burst de fibrillation auriculaire ou quelque chose comme ça, on va désorganiser l'influx électrique qui faisait tranquillement le tour de l'anneau tricuspide par en haut et par en bas. D'accord? On peut avoir un bloc soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. On va commencer à tourner ici. On va bloquer au niveau de la paroi postérieure qui est donc naturellement isolante, comme on l'a vu donc chez les 20% de la population qui ont une paroi postérieure bloquée. D'accord? Et on va se mettre à tourner
d'accord, autour de l'anneau tricuspide, puisque là, pour le coup, il n'y a pas d'obstacle au passage de l'influx sur la paroi antérieure de l'oreillette droite. Et si on regarde l'oreillette droite par-dessous, on voit qu'effectivement, l'influx va tourner autour de l'anneau tricuspide et va passer entre la veine cave inférieure ici et l'anneau tricuspide qui est là par ce qu'on appelle l'isthme cavo-tricuspide. D'accord? Et donc, on va tourner comme ça autour de l'oreillette droite. Là, évidemment, notre carte d'activation est passée dans le temps au ralenti, alors qu'en pratique, ça se passe plutôt comme ça dans la vraie vie, c'est-à-dire que on dit qu'il y a 200 millisecondes pour faire, en moyenne pour faire le tour de l'anneau tricuspide, donc ça va très vite. D'accord? Un simple petit rappel historique, mais les premières cartes d'activation qui ont permis de bien comprendre comment se passait la dépolarisation dans l'oreillette droite pendant un flotteur commun. Bien sûr, grâce aux manœuvres électrophysiologiques, on avait déjà une très bonne idée, mais ces cartes-là ont donné des précisions. On voit que les premières cartes datent de 97, d'accord, et qu'à l'époque, eh bien, on avait beaucoup moins de précision anatomique, d'accord, puisqu'on avait 91 points, alors que maintenant on a des cartes à plus de 3, 4, 5 000 points. D'accord. Et donc, on avait déjà une petite idée de ce qui se passait, mais on voit quand même qu'on a gagné énormément. Et on aura l'occasion dans d'autres vidéos de reparler longuement de ces cartes d'activation en 3 dimensions pour d'autres arythmies. Donc maintenant que vous avez compris que le flotteur commun est une macro-réentrée, que vous avez compris globalement comment fonctionne ce type d'arythmie, c'est-à-dire qu'il nous faut un obstacle, il nous faut un bloc fonctionnel transitoire, il nous faut une zone de conduction lente pour lancer l'arythmie. Et une fois que l'arythmie est lancée, eh bien, il faut que un tour du circuit soit plus long que le temps de période réfractaire des cellules qui composent ce circuit. D'accord? Et on a compris que dans le flotteur commun, l'obstacle principal, c'est l'anneau tricuspide, on tourne autour, mais il y a des obstacles secondaires qui rallongent la taille du circuit, car sinon on pourrait faire éventuellement seulement le tour de la veine cave inférieure. Mais comme on a la paroi postérieure de l'oreillette qui est bloquée, on est obligé de contourner par la paroi antérieure. Le chemin est donc long à parcourir. Et donc, on se retrouve avec un tour de flotteur qui est plus long que le temps de période réfractaire des cellules. Voilà donc 2 ECG de flotteurs communs, c'est-à-dire de flotteurs qui tournent autour de l'anneau tricuspide. On a ici, c'est les deux ECG sont chez le même patient, donc c'est intéressant, ça permet de comparer. On a ici un flotteur commun anti-horaire, la forme la plus fréquente, d'accord? Donc on dit, vous connaissez très bien l'aspect ECG de ces flotteurs, qu'on a un aspect dit en dents de scie ou en toit d'usine dans les dérivations inférieures. On a un premier plateau lentement descendant, puis une deuxième descente plus raide, puis une remontée, d'accord? Donc avec une sorte d'encoche. Et donc 3 phases dans les dérivations inférieures, une descente lente, une descente rapide, une remontée rapide. On a une positivité dans les précordiales droites et surtout en V1 qui vont se négativer en V5, V6 avec une négativité en V6 au moment où on a la négativité en D2, D3. C'est important de comparer la positivité du V1 en même temps que la négativité dans les dérivations inférieures. Dans le flotteur commun horaire, on tourne dans l'autre sens et donc logiquement, on a un aspect quasiment identique mais inversé de l'électrocardiogramme, bien que ce ne soit pas tout à fait le cas, puisqu'il y a des connexions entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite qui sont un petit peu asymétriques. On a des connexions préférentielles en haut qui sont le faisceau de Bachmann. Et donc, lorsqu'on active l'oreillette de bas en haut ou de haut en bas, ça ne donne pas tout à fait les mêmes connexions droite-gauche, donc ça ne donne pas exactement le même ECG à l'envers. D'accord? Donc, on a souvent plutôt un aspect de vague un peu plus régulière. La partie ici qui est d'habitude avec 2 encoches, une déploration lente, une descente lente et une descente rapide. Ici, c'est plutôt en général une forme un petit peu d'arc de cercle. D'accord? Mais on a globalement l'inverse, c'est-à-dire une courte période avec une positivité dans les dérivations inférieures, là où on avait une courte période avec une négativité ici. Et à l'inverse, à ce moment-là, au moment où on est positif dans les dérivations inférieures, on est négatif en V1 et on se positive globalement, progressivement, jusque dans les précordiales gauche. Donc on se retrouve quand même avec à peu près l'ECG inverse. Un ECG comme ça, il est en général facile de dire qu'il s'agit d'un flotteur commun anti-horaire. Un ECG comme ça, il est en général plus difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un flotteur commun horaire, parce qu'on verra que parfois, on a certaines tachycardies ou des flotteurs dits atypiques, des tachycardies par exemple de l'oreillette gauche, qui peuvent donner des aspects relativement similaires. D'accord?
Et il faut également garder en tête absolument que lorsqu'un patient a déjà bénéficié d'une ablation ou qu'un patient a une cardiopathie congénitale, par exemple, avec donc des sutures au niveau des oreillettes, etc., que les ECG deviennent beaucoup, beaucoup moins interprétables et qu'il devient beaucoup plus difficile de pouvoir affirmer qu'un flotteur est isthme dépendant ou pas sur l'électrocardiogramme de surface. D'accord. Donc retenez ces deux grands aspects ECG, mais retenez également que, un, sur les flotteurs communs horaires, on peut assez souvent se faire avoir en pensant qu'il s'agit d'un flotteur isthme dépendant, alors qu'en fait, il s'agit d'un flotteur gauche, d'autant plus que le patient a éventuellement déjà bénéficié d'une procédure d'ablation avec création de lignes dans les oreillettes.